Chers amis, écoutez, c'est très important. Pourquoi ce sont les médias occidentaux qui les premiers ont annoncé le décès du ministre malien de la Défense, le général d'armée Sadio Camara? C'est une question qui peut sembler anodine, mais qui mérite d'être posée. Comment ont-ils pu confirmer ce décès, étant donné que ces médias n'ont plus de correspondants dans les pays du Sahel depuis plusieurs années? Alors, plusieurs hypothèses peuvent s'imposer à nous. La première, c'est de suivre leur ligne en disant qu'ils ont eu cette information des sources sécuritaires maliennes. La question qu'on a envie de se poser après avoir écouté ceci, c'est quel intérêt un militaire malien ou un officier de l'armée malienne aurait à donner une information aussi sensible à un moment aussi crucial à des médias réputés hostiles? La deuxième hypothèse, qui nous semble la plus probable, c'est qu'ils aient pu obtenir ces informations de ceux qui ont organisé cette attaque, à savoir les terroristes. Parce que pour confirmer un décès d'une personnalité aussi importante, il ne pouvait qu'avoir deux pistes. Soit ceux qui ont mené l'opération et qui étaient à mesure de confirmer qu'ils ont pu neutraliser leur cible, soit effectivement les autorités maliennes qui ont pu constater les dégâts après que l'opération se soit achevée. Dans le cas d'espèce, l'option de la connivence entre ces médias et notamment les groupes terroristes semble la plus plausible. Pourquoi est-ce que nous commençons par ce fait? Parce qu'il est important aujourd'hui, si besoin est, de rappeler que la guerre n'est pas seulement les armes, les images, les atrocités. C'est aussi et avant tout une guerre de communication. Parce que qui contrôle l'information contrôle la stratégie. Sachant ce que pouvait entraîner le décès d'une personnalité aussi importante, le contrôle de l'information sur son décès devenait donc vital. Chers amis, soyons sérieux. Aujourd'hui, il faut parler d'un fond souvent oublié. Le fond médiatique. Après les attaques du 25 avril 2026 au Mali, plusieurs médias occidentaux ont d'abord rapporté le décès du ministre malien de la Défense, Sadio Camara. Par la suite, l'information a été confirmée par les autorités maliennes à la télévision nationale. Écoutez, c'est très important. Et là, une question importante se pose. Dans une situation aussi sensible, complexe, comment l'information circule-t-elle? Qui la confirme? Qui la diffuse en premier? Et surtout, quel effet? Quel effet cette rapidité peut-elle produire sur le moral d'un peuple déjà frappé par une crise sécuritaire majeure? Parce que la guerre, chers amis, moderne ne se limite pas aux armes. Vous êtes d'accord? Elle se joue aussi dans les images, les titres, les mots, les plateaux télévisés, les réseaux sociaux et la vitesse de l'information. Dans le passage que nous analysons, l'auteur affirme que celui qui contrôle l'information contrôle la stratégie. C'est vrai. Et cette phrase est importante. Regardons le contexte. Le Mali n'est pas seulement confronté à une offensive militaire, il est aussi confronté à une bataille de récit. De côté, les autorités maliennes et leurs partenaires parlent de riposte, de résistance, de souveraineté et de stabilité. De l'autre, plusieurs médias internationaux insistent sur la crise, la fragilité du pouvoir, la perte de contrôle territorial et le recul des alliés russes. Associated Press rapporte par exemple que les attaques ont visé Kati, l'aéroport de Bamako, Kidal et Sévaré, tandis que le FLA a revendiqué Kidal et que le bilan global reste encore flou, entre parenthèses. C'est ici que l'analyse devient géopolitique. Depuis la rupture entre Bamako et Paris, depuis le départ de la MINUSMA, depuis le rapprochement avec la Russie, la Chine et la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, le Mali est devenu un symbole. Pour les partisans de la souveraineté africaine, Bamako représente un pays qui veut choisir ses partenaires et sortir de l'ancienne dépendance sécuritaire. Pour ses adversaires, les ennemis de l'Afrique, chaque crise devient une occasion de dire « Vous voyez, ce modèle ne fonctionne pas ». Voilà pourquoi le traitement médiatique est aussi important que le terrain militaire. Je m'explique. Historiquement, ce n'est pas nouveau. Avant certaines interventions internationales, on a souvent vu une mécanique se répéter. Rapport d'ONG, relais médiatique, pression diplomatique, sanctions, puis justification d'une intervention ou d'un isolement politique. L'exemple de la Libye reste central. En 2011, l'Union africaine avait proposé une feuille de route pour une solution politique, mais elle a été marginalisée dans un contexte où l'intervention de l'OTAN, écoutez, avançait déjà. Des sources comme Al Jazeera et The Guardian
rappelle que les plans de l'Union africaine avaient été rejetés par les rebelles libyens. Tandis que plusieurs analyses africaines soulignent que la voix de l'Afrique avait été largement ignorée. Le parallèle avec le Sahel ne signifie pas que les situations sont identiques, du tout pas. Mais il rappelle une chose, quand l'Afrique perd le contrôle de son récit, d'autres racontent son histoire à sa place. On peut penser aussi au rapport de certaines ONG sur le Burkina Faso et le Mali. Là encore, il faut être précis. Human Rights Watch a bien publié en avril 2026 un rapport sur le Burkina Faso, accusant plusieurs acteurs, y compris l'armée, des milices alliées et un groupe lié à Al-Qaïda de graves crimes contre les civils. Mais la critique posée par certains est la suivante. Pourquoi certains rapports sont-ils davantage médiatisés lorsqu'ils accusent les armées sahéliennes, nos armées, alors que les violences commises par les groupes armés TOTO contre les civils reçoivent parfois moins d'attention sur le plan international? Cette question mérite débat parce qu'elle touche à la hiérarchie de l'information, aux priorités médiatiques et aux intérêts diplomatiques. En gros, cette crise malienne nous montre 3 batailles. Première bataille, la bataille militaire. Les FAMA doivent protéger le territoire, neutraliser les assaillants et sécuriser les zones sensibles. Deuxième bataille, la bataille politique. L'État malien doit rassurer la population, maintenir l'unité nationale et empêcher la panique. Troisième bataille, la bataille médiatique. Le Mali doit apprendre à raconter lui-même son histoire avec des preuves, des sources, des images, des communiqués et une stratégie de communication professionnelle. Parce qu'un pays qui ne maîtrise pas son récit laisse ses adversaires expliquer sa crise à sa place. Et aujourd'hui, regardez, c'est cela l'enjeu profond. Le Mali n'est pas seulement attaqué sur le terrain, il est aussi attaqué dans l'opinion publique internationale. Et dans cette guerre-là, les mots peuvent parfois faire autant de dégâts que les armes. La famille soutenir la souveraineté africaine ne veut pas dire refuser toute critique. Cela veut dire exiger un traitement équilibré, vérifier les informations, refuser la manipulation et comprendre que l'information est devenue un champ de bataille. En résumé, le Mali d'Assimi Goïta doit gagner sur 3 fronts. Le front militaire, le front diplomatique et le front médiatique. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime. Ciao, ciao, ciao.